Dr Malek Ghazai, je suis interne pendant encore quelques mois et après effectivement pédopsychiatre si tout se passe bien. J'ai eu la chance cette année de travailler au centre hospitalier du Vinatier et du coup on peut se poser la question effectivement qu'est-ce que nous, psychiatres, venons faire dans ce problème de santé publique, dans ce problème social de précarité? Mais en fait, oui, on a un rôle à jouer là-dedans. Parce que, mis à part le fait que les facteurs prédictifs de la précarité sont complexes, multidimensionnels, il y a un facteur qui a bien été identifié, et c'est celui des troubles mentaux. Ça a été clair et net que c'est une population qui est particulièrement exposée aux troubles mentaux divers. Et donc, on dit que 48,4% des personnes en situation de précarité auraient des troubles mentaux bien identifiés, bien caractérisés. Et mis à part ça, on a bien compris que, en fait, ces patients-là qui sont en situation de précarité, ils ont une mortalité bien plus élevée que tous les autres, que ce soit en termes de suicide, de causes organiques ou de consommation de drogue, c'est la population qui a la mortalité la plus élevée. Et donc, là vient notre travail en tant que psychiatre. Et donc voilà, il y a eu plein d'études où on a cherché à savoir effectivement quelle prévalence de précarité dans notre population. Et on a une méta-analyse récente qui dit que 15% de la population psychiatrique a été à un moment donné de sa vie en une situation de précarité de logement. Et là, on parle de sans domicile personnel, c'est-à-dire vraiment la forme la plus sévère de précarité. Et on a eu plein d'études qui ont été faites sur les schizophrènes, donc on sait que c'est à peu près à 15%, les bipolaires, les états dépressifs caractérisés. Mais parmi toute cette population, les grands oubliés, c'est les autistes. Ça veut dire quoi? Les autistes ne sont pas exposés à la précarité? Est-ce que du fait de leur diagnostic, ils sont protégés? Peut-être bien. C'est pour ça qu'on les a pas cherchés et du coup, ils sont pas là. Mais et c'est pour ça qu'on a fait cette étude-là, en fait. Donc, on a une jolie base, c'est celle de la cohorte de Réabas. Donc, elle inclut des personnes venant c'est une étude multicentrique, du coup, 12 centres de réhabilitation sur toute la France. On a des personnes recrutées avec avec tous les diagnostics de la psychiatrie et sur des bases communes. Et du coup, ça nous permet de contrôler et de comparer ces différentes populations, ces différentes catégories diagnostiques. Donc, on a pris cette population qui est comparable et on a cherché la précarité là-dedans. Est-ce que toutes les populations, tous les diagnostics, tous les troubles psychiatriques sont exposés à la précarité? Et est-ce qu'il y a des profils différents? Est-ce qu'il y a des caractéristiques différentes entre le schizophrène, l'autisme, le bipolaire? On va voir. Donc, la première question, en fait, est-ce que les autistes sont exposés à la précarité ou ils sont protégés? Et quelles sont les différences? Donc, sur notre population, il y avait 3416 patients. C'est pas mal. Donc, bien sûr, la majorité, c'était des schizophrènes à 46%, mais 12% avaient des troubles du neurodéveloppement. Et quand on est venu voir la prévalence de la précarité dans notre population, elle était de 9,51%. C'est énorme. C'est énorme parce que quand on compare à la population générale, la prévalence de la précarité en France en 2020 était de 1,59%. Donc, on peut se dire que c'est vraiment bien supérieur. Et on s'est dit, bon, déjà, est-ce que notre base est comparable à la population générale? Parce que si on va comparer en termes de prévalence, il faut vraiment qu'elle soit comparable. Et du coup, il y a des facteurs qui ont été bien identifiés dans la littérature et qui sont associés à la précarité. On sait que les hommes sont plus exposés à la précarité, ce qu'on a bien retrouvé dans notre base. On sait aussi que les célibataires sont plus exposés à la précarité, et ça, on l'a trouvé également. Et aussi, on a trouvé que les mariés étaient relativement protégés par rapport au reste de la population. On avait trouvé aussi que les personnes sans emploi étaient bien exposées avec un facteur de risque bien identifié. C'est un facteur de risque bien identifié, aussi bien que les personnes qui avaient des antécédents judiciaires que les personnes avec des antécédents suicidaires. Un autre facteur bien associé et bien identifié et qui expose à la précarité, c'est les troubles de l'usage des substances. Et effectivement, dans notre base, c'était le cannabis. Le cannabis, c'était vraiment tout le temps, quelles que soient les corrections qu'on faisait, directement associé à la précarité. Et ça aussi, ça nous rappelle notre rôle en tant que psychiatre dans cette prévention et dans ce travail que nous devons faire continuellement. Ensuite, on est allé chercher les prévalences. Les prévalences dans les différentes catégories diagnostiques. Quelles sont les catégories diagnostiques les plus exposées et est-ce que les autistes sont exposés?
Et du coup, on a fait cette analyse et sur toutes les catégories de diagnostic qu'on avait, eh ben, on avait trouvé que tout le monde a été exposé à un moment ou à un autre à la précarité, mais qu'il y avait deux troubles qui étaient vraiment avec une prévalence qui était significativement plus élevée que toute la population. Ce sont les troubles de l'usage des substances et les troubles schizophrènes. Mais on avait trouvé que les autistes étaient moins exposés que les autres, avec une prévalence de 3,11, les troubles du neurodéveloppement en général, c'est de 3,11%, donc c'était significativement moindre, mais que finalement, 2,12% des autistes ont connu une situation de précarité ou sont dans une situation de précarité. Donc, encore une fois, on est supérieur à la population en général, et du coup, les autistes ne sont pas protégés. Donc, il faut s'en occuper. Pourquoi les ignorer? Ils sont là. Et du coup, on peut se demander pourquoi. Pourquoi ils sont exposés à cette précarité? Et quand on pense aux caractéristiques des autistes, on peut commencer à comprendre. D'abord, on sait qu'ils ont des troubles des interactions sociales et de la communication. Ils sont énormément exposés pendant leur adolescence, leur enfance, à l'harcèlement scolaire, à la discrimination. Et on sait très très bien que c'est des facteurs bien établis de risque de précarité à l'âge adulte. On sait aussi que c'est des personnes qui sont très isolées socialement. Et du coup, ils ont vraiment des soutiens très limités. Un membre de la famille, un parent, un ami. Et si pour une raison X ou Y, un deuil, une rupture, ce soutien-là part, bah, ils se retrouvent sans aucun soutien. Alors que c'est des personnes qui, selon la littérature, 60% d'eux dépendent financièrement de leurs parents, 15% en travail uniquement à plein temps, et du coup, pour les autres, ils n'ont pas de source de revenus, et donc, ils ont vraiment des difficultés à maintenir un travail stable. Et tout ça, ce sont des facteurs bien connus de risque et qui exposent à la précarité. D'un autre côté, on sait que l'expérience en elle-même de la précarité est une expérience traumatisante. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de dangers, et du coup, bah, on est face à un autiste qui a déjà du mal à comprendre son milieu. Il a déjà du mal à établir des liens et il se retrouve dans une expérience pareille. Donc, ils auront tendance à s'isoler. Ils auront tendance à s'isoler, à développer des routines et des rituels parce qu'ils compensent comme ça. Et ces routines et ces rituels, justement, vont les éloigner des autres. Et du coup, ils vont les éloigner de l'aide. Et donc, c'est pas des personnes qui vont venir aux structures sociales, qui vont venir au médecin et demander de l'aide. Et donc, c'est là, nous, en tant que dû à notre responsabilité sociale, en tant que soignants, c'est notre rôle d'aller vers eux et de les chercher et de leur offrir cette aide nécessaire. Donc voilà, on a bien identifié qu'effectivement, tout le monde était bien exposé à la précarité, notamment les TSA. Et du coup, on a cherché à comprendre. C'est quoi? Quels sont les facteurs prédictifs de cette précarité dans notre population psychiatrique? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est plus exposé à la précarité qu'une autre personne? Donc, on a un super chercheur qui travaille avec nous. Il y a cette méthode d'apprentissage par arbre de décision. Et donc, en fait, on lui donne quelques facteurs que nous, on suspecte peuvent être responsables de la précarité. Et donc, la machine, elle fait tous les calculs et elle vous ressort les facteurs les plus prédictifs, qui sont vraiment les plus déterminants. Et ça donne de jolis tableaux. Donc, nous, on a choisi comme ça des facteurs qui pouvaient être bien déterminants selon nous. Le genre, il est bien connu, par exemple. Des choses relatives à la maladie, comme l'âge du premier symptôme, comme la classe diagnostique, des choses de la sévérité, des variables de la sévérité de la maladie et des variables en rapport avec la prise en charge. Et donc, effectivement, comme vous pouvez voir sur le tableau, en bas là, le genre est assez déterminant, mais c'est pas vraiment le déterminant le plus important. De même pour la classe diagnostique, la ligne là d'après, elle est aussi déterminante, mais pas autant que ça. Et surprise, surprise, ce qu'il ressort de plus, c'est le traitement. C'est nous. Qu'est-ce qu'on fait à ces patients? Donc, c'est vraiment les facteurs pharmacologiques dans une population psychiatrique qui déterminent le plus de risques ou non d'être exposé à la précarité. Et donc, on a pris ce facteur pharmacologique et on a essayé de l'explorer. Quelles sont les molécules? C'est quoi? Qu'est-ce qui, dans la prise en charge, expose ces personnes-là? Et donc, on s'est dit, bon, déjà, on va faire deux comparaisons. On a les traitements de fond, que normalement, c'est des traitements dont on a besoin, et tout ce qu'il y a à côté, les traitements adjuvants, les hypnotiques, les anxiolytiques. La loxapine, c'est un antipsychotique, mais on sait tous qu'on le donne en tant que sédatif. Donc, tous ces médicaments à côté, les adjuvants. Et on a fait une comparaison. Et effectivement, les traitements adjuvants, en général,
exposent largement à la précarité, alors que les traitements de fond sont plutôt protecteurs. Et justement, ensuite, on a comparé ces différentes classes, et donc, on a trouvé que la loxapine, c'était la pire. Avec son effet hypersédatif, c'est celle qui expose le plus à la précarité. Ensuite, on a les antipsychotiques de première génération, ensuite les hypnotiques. Par contre, les antidépresseurs, eh ben, ça marche. Ça diminue significativement l'exposition à la précarité. Ensuite, on s'est dit, bon, ça, c'est un peu les classes. On va prendre toutes les molécules, comme ça, on va prendre les molécules les plus prescrites, celles qui ont été prescrites plus de 100 fois, et on va tous les comparer. Et on va chercher est-ce qu'on a des résultats différents. Et donc, on a pris donc, on a comparé 24 molécules. Et là, on a retrouvé encore une fois que sur les 24 molécules, 2 présentaient une relation significative avec une prévalence beaucoup plus élevée de précarité. La loxapine, sédatif, et les opiclones. Bon, hypnotique, ça fait bien dormir, c'est bien. Mais en fait, non, c'est pas très bien. Et d'un autre côté, on a trouvé qu'il y avait par contre des molécules qui diminuaient significativement l'exposition à la précarité. La lamotrigine, la fluoxétine et l'absence de traitement. Vous me direz absence de traitement. Schizophrène, on ne va pas lui donner de traitement, ben, ça ne va pas trop marcher. Et du coup, on s'est dit, bon, on a des autistes dans la base. Qu'est-ce qui se passe si on enlève ces autistes-là? Et effectivement, quand on enlève ces autistes-là, l'absence de traitement n'est plus là. Ce n'est plus un facteur protecteur. Et du coup, on peut se dire qu'effectivement, on peut interpréter selon ces résultats-là que effectivement, les troubles du spectre de l'autisme, quand on leur donne pas de traitement, vu qu'il n'y a pas de traitement recommandé pour ces patients-là, que tout traitement qu'on va donner, c'est un traitement symptomatique qui est censé être un traitement transitoire, qui est censé vraiment passer le cap aigu pour lui permettre de développer ses capacités d'intégration, eh ben, ça devrait aller. Mais une fois qu'on laisse le traitement au long terme, eh ben, on devient néfaste dans notre prise en charge. Et c'est ce que suggère, en fait, notre recherche. D'un autre côté, on a la loxapine et d'un autre côté, bah, tout ce qui est sédatif, tout ce qui est ajout, eh ben, ça a l'air d'être bien néfaste pour notre population. Donc, précarité, c'est un problème qui concerne tout le monde, psychiatres, soignants, travailleurs sociaux. La population psychiatrique, elle est particulièrement exposée. Les TSA ne sont pas protégés, du coup, il faut aller les chercher, il faut leur offrir l'aide dont ils ont besoin. Bah, les facteurs impliqués sont multiples et complexes, mais les facteurs pharmacologiques ressortent bien. Et surtout, il faut qu'on arrête de sédater nos patients. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important là-dedans. Donc, il y a plusieurs références que vous pouvez consulter qui sont très intéressantes par ailleurs. Je vous remercie pour votre attention et je suis là pour les questions. Merci beaucoup, Malek. Quand même, c'est une présentation très claire et très riche qui nous montre qu'effectivement, on devrait un petit peu plus respecter les recommandations. Et puis, même si les personnes avec TSA ne sont pas très nombreuses dans ce type de population, il faut les repérer pour surtout ne pas les médiquer de manière délétère. Donc ça, c'est des messages tout à fait précieux et cruciaux. Parce qu'effectivement, ce sont des patients qui sont sous-diagnostiqués en général. Je pense que plusieurs personnes dans la salle pourront argumenter dans ce sens. Alors, nous avons quelques instants. Merci d'avoir été concise pour les questions, que ce soit dans la salle ou sur Internet, s'il y en a. Oui, Sophie Cervello, justement, que Jérôme Gou ensuite. Merci, Malek. C'est clair. Moi, ça m'interpelle sur deux choses. En fait, d'une part, le fait que c'est toujours assez difficile quand même d'établir des faisabilités à partir de ces études dans les utilisateurs. Et du coup, on voit pas mal de progression. Et ça prouve que le question de recherche de c'est intéressant. C'est un point de fil de cette recherche pour aller essayer des facteurs de détection. Donc ça, c'est une première chose qui suggère qu'on peut trouver ce travail-là. Et la deuxième chose, c'est que le spectre des TSA est assez vaste, et dans le phénotype, et dans la sévérité de l'expression des troubles. Et notamment, je me questionnais à partir de ce que tu as présenté sur l'association avec le comorbidité psychiatrique de ces TSA qui sont dans la base. Et est-ce que ça a été pris en compte dans cette recherche? Est-ce qu'on inclut finalement des TSA avec peu de comorbidité ou des TSA avec beaucoup de comorbidité psychiatrique, notamment en antidépressifs qui sont les comorbidités les plus fréquentes? Est-ce que tu as des questions? Alors, pour ceux qui sont sur Internet, la question est sur les comorbidités dans la population qui a été étudiée.
Du coup, là, je ne me remémore pas les chiffres, mais effectivement, ce qui est bien sur cette base-là, c'est que on a le diagnostic principal et on a les comorbidités. Du coup, en faisant nos calculs, on a pris en compte toute cette particularité-là. Donc, il y en a qui avaient des comorbidités comme il n'y en avait pas. La population était assez hétérogène. Effectivement, c'est les soucis quand on parle de TSA et c'est les soucis aussi quand on va comparer à la littérature parce que quand on définit ce que les Américains vont définir en tant que TSA, on ne va pas forcément nous le diagnostiquer en tant que TSA. Donc, ça fait toujours cette difficulté-là. Mais je pense que c'est aussi la richesse de notre base-là parce qu'on a tous adopté les mêmes stratégie diagnostique et du coup, ça nous donne cette comparabilité-là. Après, effectivement, on ne parle pas de causalité, on est en train de parler de facteurs associés parce que c'est une étude prospective, elle ne nous permet pas de faire ça, mais je trouve que quand même, c'est très intéressant. Et encore une fois, les comorbidités, et un syndrome dépressif, jusqu'à quand on va donner le traitement? Si le patient il a une agressivité, une irritabilité, jusqu'à quand donner le traitement? Est-ce que c'est un traitement qui est censé rester à vie? Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose tous. Et je pense que là, ça peut aussi nous orienter vers quelques éléments de réponse. Il faut vraiment, pour toute la population, renoncer aux antipsychotiques de première génération, renoncer aux hypnotiques. Je pense qu'on le dit assez, on enseigne ça aux étudiants toute la journée, et pourtant ça persiste, ça perdure. Et donc voilà, on a un effort à faire sur tous nos CMP, toutes nos structures de consultation spécialisées ou pas. Jérôme Gros avait une question. C'est pas une causalité. Non. Non. Corrélation. Non. Non. Peut-être aller plus loin dans les recherches pour voir justement est-ce qu'il y a des liens. Absolument, en fait, c'est ça. Je pense que ça nous encourage à faire d'autres études, à aller sur le terrain, à voir réellement, à avoir une expérience, à commencer à suivre nos patients de A jusqu'à Z, tout le chemin, et de pouvoir justement établir finalement quels sont, si on commence à suivre nos patients sur de long terme, on peut voir qui n'était pas précaire initialement est devenu précaire et du coup on peut faire chercher effectivement la causalité. Là on n'a pas la crainte du temps, du coup on ne peut pas effectivement surer sur la causalité, mais quand même c'est des associations intéressantes et qui nous poussent à la prudence et qui nous poussent à faire plus de recherches et à avoir plus d'éléments de réponse. Mais ça, effectivement, il n'y a pas de causalité là-dedans, c'est juste des associations pour le moment. Et des hypothèses derrière. Voilà. Une interprétation clinique. On va passer à la suite. Il n'y a pas de questions sur Internet, Florent Docteur Ahmad. Oui, Isabelle Amado, dernière question. Alors. Il y a un grand nombre de PSA qui viennent éventuellement pour le diagnostic et qui finalement fonctionnent, même s'ils ont une qualité de vie, une souffrance qui est certaine, ne demandent pas forcément de technique de réhabilitation. Du coup, là, vous avez quand même une population qui est finalement assez biaisée parce que ce sont ceux qui ont des comorbidités. Ce sont ceux qui, éventuellement, ont eu besoin à un moment de l'organisme parce qu'il y avait des situations cliniques, etc. Et ça reflète vraiment une partie très, très parcellaire des PSA. Du coup, c'est un peu un message qui est vraiment à prendre avec beaucoup de patience. Ce sont des limitations d'études qu'il faudra mentionner dans l'article, effectivement, mais néanmoins. Mais on a une bonne partie de notre population, justement, qui ne prend pas de traitement. C'est pour ça que effectivement, ça a bien été ressorti dans notre base. Après, oui, les billets de l'échantillon sont bien clairs, et c'est pour ça qu'on s'était plus concentré sur une comparaison des différentes classes diagnostiques, parce qu'ils ont été recrutés sur les mêmes bases, et ça nous permettait de faire cette comparaison-là que de comparer par rapport à la population générale. Après, ça nous amène des éléments de réponse que peut-être secondairement on pourrait plus ou moins généraliser. Mais effectivement, ça concerne cette base-là et cet échantillon-là.